La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, Florian Beauvais, Société WatchGuard. Merci d'être présent et connecté à ce webinaire qui va traiter des nouveautés de la version 12.4. Avant de débuter, pouvez-vous me confirmer s'il vous plaît que vous m'entendez correctement et que vous voyez correctement mon écran partagé? Ok, ça marche, merci. Ouais, je vois qu'il y a du monde de présent. Donc, nouveauté de la version 12.4 qui est sortie il y a maintenant quelques semaines, et on va voir que dans cette 12.4, il y a quelques nouveautés. Première nouveauté que l'on a, c'est autour du SD-WAN. Vous savez que depuis la version 12.2.1, 12.3 et puis maintenant 12.4, on a mis en place, on a ajouté la fonctionnalité de SD-WAN. Tout d'abord au travers du Link Monitor dans la première version, puis après du pur SD-WAN. Et là, on continue d'améliorer la partie SD-WAN, notamment en rajoutant des interfaces de type BOVPN Virtual Interface ou des interfaces internes. D'accord. Également, tout ce qui va être amélioration sur la partie Link Monitor, tout ce qui va être nouvelle action sur la partie Web Blocker, support de DNS Watch en mode bridge, support de l'IPv6 pour les BOVPN et les BOVPN vifs, support de plusieurs serveurs syslog, du support du TLS 1.3, des améliorations apportées également à la page de diagnostic de FireCluster, le message de blocage pour la Geolock, les exceptions, la gestion de la liste des block sites, synchronisation de la clé de fonctionnalité, amélioration sur la partie proxy avec DNSWatch, augmentation des différentes limites que l'on avait sur la partie FQDN, les logs par rapport au MD5, tout ce qui est Gateway antivirus, Intelligent AV, amélioration Radius, SecureID, amélioration également tout ce qui est outils de debug sur la partie SSO, l'Access Portal avec du RDP. Également, mise à jour des intégrations des différentes technologies, amélioration également dans la partie management server avec les templates et l'ajout de la QoS, du DNS, du WINS, de l'action Web Blocker et enfin, possibilité maintenant d'éditer et de modifier une action de NAT 1.1 en console web. Vous voyez que c'est une belle nouvelle mise à jour, version qui est sortie, donc la 12.4. Si vous avez des questions, toujours le même principe, vous les posez au travers du panneau de questions et j'essaye d'y répondre au fil de l'eau. On est parti. Amélioration sur le SD-WAN. Comme je vous disais, on continue de développer la notion de SD-WAN, donc terme assez marketing dans l'air du temps depuis quelques mois. Le SD-WAN, ça fait entre guillemets quelques années que l'on supporte avec la gestion des différents types de liens Internet, les différentes actions, répartition de charges, failover, policy based routing et ainsi de suite. On a bien évidemment continué à développer cette notion de gestion de multi-WAN avec le SD-WAN, avec les différents critères et le choix dynamique de l'interface WAN à utiliser en fonction de ces mêmes critères, pourcentage de paquets perdus, latence et giga. D'accord. Jusqu'à maintenant, dans la partie SD-WAN, on ne supportait que les interfaces de type WAN. On a amélioré cette partie-là, puisque maintenant, avec la version 12.4, dans le multi-WAN, dans le SD-WAN, pardon, on va supporter tout ce qui va être interface BOVPN vif, mais également les autres interfaces type Trusted, Optional, et par conséquent, du MPLS. D'accord. Donc, je vais avoir possibilité de faire du SD-WAN en prenant en compte aussi bien une interface de type WAN qu'une interface de type MPLS si elle n'est pas définie comme une interface WAN. D'accord. Donc ça, c'est une des nouveautés dans cette version 12.4. Donc bien évidemment, on va supporter les différentes interfaces BOVPN vif, les interfaces Trusted, Optional et Custom. D'accord. Et on va avoir le même niveau de paramétrage sur ces interfaces-là, à savoir le pourcentage de paquets perdus, la latence, la giga. OK. Et dans vos actions de SD-WAN, libre à vous maintenant de choisir les différentes interfaces comme c'était le cas dans la version 12.3.
Un exemple ici, sur la partie BOVPN vif, où je peux choisir les différentes IP que je vais utiliser et la notion également de failback. Soit je fais un failback progressif avec les nouvelles connexions, soit je fais un failback qu'on appelle graduel, soit je fais pas de failback et j'attends que la connexion soit terminée pour rebasculer sur la nouvelle interface. D'accord. Donc quand je vais créer mon action, je vais pouvoir sélectionner mes différentes interfaces et je vais pouvoir, comme par le passé, définir mon pourcentage de paquets perdus, ma latence et magique. Ok. Petite question, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui utilisent la notion de BOVPN Virtual Interface? Ok. Ok. Hop, ça. Et donc du coup, ici, mon SD-WAN interface, et puis en l'occurrence, avec du MPLS, vous avez ici un cas concret. D'accord. Donc une action SD-WAN avec la VPN VIF et une ligne Internet classique. Et de l'autre côté, VPN VIF et ligne Internet classique. Donc soit je passe via le VIF, donc mon BOVPN, soit je passe via mon MPLS. D'accord. Donc maintenant avec le SD-WAN, je vais pouvoir choisir de façon dynamique, soit de passer par le MPLS, soit de passer par ma ligne Internet classique. Donc ici, les différentes configurations que je vais avoir. Donc ligne primaire d'un côté, le MPLS, en failover interface, le BOVPN VIF ou inversement. D'accord. Toute cette présentation, bien évidemment, vous pouvez la retrouver sur notre site web sur la partie software.watchguard.com et vous retrouvez par conséquent les différents schémas ici, si ça peut vous aider à mettre en place une future architecture. Donc ici, dans les interfaces internes, donc dans la partie Link Monitor, je peux rajouter des interfaces type Trusted ou type VIF. D'accord. Et pour la mesure, j'ai ici la notion de Next Hop. D'accord. Donc le Next Hop, ça peut être le serveur ou le routeur MPLS en local, donc qui va être devant le firewall WatchGuard. D'accord. Et puis après, je vais choisir mes différentes informations, encore une fois, sur la partie BOVPN VIF, ici avec la Virtual IP ou autre. Mais là, on est clairement dans la partie BOVPN VIF classique avec la configuration qui va bien. Ici, donc le SD-WAN pour les interfaces internes, donc mon MPLS avec mon Nextnop ou pinguer une IP publique, encore une fois, pour mesurer mes différents paramètres. Une fois que mon action de SD-WAN est créée, alors soit sur l'interface WAN, soit sur une interface interne, soit et ou j'ai envie de dire sur une interface BOVPN VIF, bien évidemment, dans ma politique de sécurité, je retrouve ici mon action de SD-WAN que je vais aller définir sur mon type de flux bien spécifique, en l'occurrence ici sur du SIP ALG. Ok. Alors, j'ai des premières questions. Peut-on passer de la 12.2.1 à la 12.4? Oui. Dans la release note, je n'ai rien vu de. Je n'ai vu aucune contradiction. Carlo, bonjour Carlo. À quoi sert un BOVPN VIF, Virtual Interface? En fait, l'avantage du BOVPN VIF, c'est que, par exemple, si tu as deux liens Internet d'un côté et deux liens Internet de l'autre, donc deux liens Internet sur un site local et deux liens Internet sur un site distant, tu vas pouvoir, grâce au BOVPN VIF, monter deux tunnels actifs à un instant T. Chose que tu ne peux pas faire avec un simple BOVPN. D'accord. Et là, dans le cas concret, tu es obligé d'utiliser le BOVPN VIF pour avoir, par exemple, monté de façon systématique un tunnel en backup ou en failover de, par exemple, ton MPLS. D'accord. Donc en gros, le VIF, ça va être un tunnel monté en permanence avec une notion de routage. Routage que tu peux mettre au travers des règles firewall que tu n'as pas avec un BOVPN classique. Comme dit VIF, Virtual Interface, par conséquent, c'est une interface virtuelle que tu vas pouvoir sélectionner dans tes politiques de sécurité. Ok. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, le SD-WAN pour les interfaces internes, donc soit sur un Firebox existant en implicite ou en explicite, donc les routes statiques. D'accord. Donc, encore une fois, je crée maintenant mes actions de SD-WAN, quel que soit le type d'interface, LAN, Trusted, Trusted Optional Custom, BOVPN VIF ou
du WAN. Ok. Alors, hop, d'autres questions. Alors, la partie reporting sur le SD-WAN. On a toujours cette notion de reporting que vous retrouvez, cette visibilité que vous retrouvez soit sur le Firebox System Manager, soit sur la console web. Sur le reporting SD-WAN sur la console web, on a une notion d'interface interne, donc Trusted Optional Custom, d'accord, avec le Link Monitor. On a également la notion de BoVPN avec le Link Monitor et les interfaces sont regroupées, sont classées par ordre alphabétique. On a maxi 64 interfaces, d'accord, et 15 interfaces simultanées. Vous avez ici un exemple. Donc sur la console web, donc soit toutes les interfaces monitorées, soit la BoVPN VIF 1, 2, soit l'external, soit l'extrusted, soit l'external 2. Et du coup, vous allez avoir ici vos graphes par rapport, encore une fois, au pourcentage de paquets perdus, à la latence et à la gig. Okay. Vous avez la même chose sur le Firebox System Manager. Sur le Firebox System Manager, dans la partie SD-WAN, vous pouvez choisir les interfaces que vous souhaitez monitorer. Et puis derrière, soit le pourcentage de paquets perdus, soit la gig, soit la latence. Okay. Link Monitor, amélioration également sur la partie Link Monitor. D'accord. Donc on peut, comme je vous disais, ajouter des interfaces internes, chose qu'on n'avait pas avant dans le Link Monitor. C'était forcément des interfaces de type WAN. Donc soit interface interne, soit la partie BO-VPN. Donc on peut aller monitorer tout ce qui va être MPLS ou autre. Mais ça rentre pour moi dans l'amélioration apportée au SD-WAN, puisque sans Link Monitor et sans aucune interface déclarée dans le Link Monitor, je n'ai pas la notion de SD-WAN où l'interface n'est pas disponible dans le SD-WAN. Okay. Hop. Donc ça ici, donc la configuration du Link Monitor, ça n'a pas changé dans cette version 12.4. Okay. Donc si vous n'avez pas sélectionné en l'occurrence de métriques ou de target pour le monitoring pour vos interfaces, elles n'apparaissent pas bien évidemment dans la partie Link Monitor Interface List. D'accord. Point important, quand aujourd'hui j'ai 2 liens internet et un BoVPN VIF, j'ai mon Link Monitor qui est fait pour mes 3 interfaces. Je rajoute demain une 4e interface. La 4e interface n'est pas automatiquement prise en compte dans mon Link Monitor ni dans mon SD-WAN. C'est à vous d'aller l'ajouter via le bouton Add que vous avez ici sur le Link Monitor pour que derrière ça soit pris en compte. Donc, si je clique sur Add ici, je vais retrouver mes interfaces qui sont disponibles à l'ajout dans le Link Monitor. D'accord. Et une fois que ça c'est fait, je retrouve mon paramétrage classique avec mes différentes targets, soit le ping sur une IP, soit la connexion TCP ou autre. Ok. Alors, si on ne met pas les métriques concernant comment se comporte la bascule SD-WAN. Quand vous dites les métriques, c'est la notion de pourcentage de paquets perdus, latence, gig et autres, c'est ça quand vous parlez des métriques? On soit bien d'accord. Ouais, ok. Par défaut, il basculera pas. C'est-à-dire que si vous avez choisi interface 1 et interface 2, ça sera en premier l'interface 1 et ou l'interface 2. Mais il n'y aura pas de bascule, il n'y aura pas de choix dynamique par rapport à des critères, puisque les critères n'auront pas été définis. En l'occurrence, on va utiliser cette notion ici de SD-WAN sans métrique en sélectionnant qu'une interface WAN dès lors qu'on veut faire du policy-based routing. Par exemple, je veux absolument qu'un flux sorte par telle interface. Dans ce cas-là, je vais créer une action de SD-WAN dans laquelle je vais sélectionner qu'une interface WAN et pour lequel je ne vais mettre aucun métrique. Alors, peut-on recevoir une alerte de type mail lorsqu'une Oui, bien sûr, mais ça, on l'a déjà en l'occurrence. Dans la partie notification des liens WAN. Dès lors qu'on a un lien WAN qui tombe, on reçoit un mail. Différence entre multi-WAN et SD-WAN. Le SD-WAN, c'est une version avancée du multi-WAN. Comme je vous disais, le multi-WAN, c'était 4 algorithmes jusqu'à maintenant, le round robin, le routing table, l'interface overflow et le failover. Sauf que c'était du statique.
C'est-à-dire que je définissais un paramètre, il allait s'appliquer et basta. Le SD-WAN, c'est du multi-WAN amélioré où je peux rajouter des critères et ça va être le boîtier qui, grâce à l'intelligence et aux critères que l'on a définis, va choisir quelle est l'interface qui répond au mieux ou qui répond le mieux aux critères que vous avez définis. Donc ça, c'est la notion entre le multi-WAN et le SD-WAN. Je continue. Donc, toujours le link monitor ici. Quand je suis sur un MPLS, je vais choisir le next hop. Et ce next hop là, c'est l'adresse IP qui va être utilisé comme target pour les mesures. D'accord. Donc je l'ai ici. Et sur MPLS, je peux sinon choisir une autre IP autre que le routeur opérateur MPLS. D'accord. Pour la partie BOVPN, je suis obligé de travailler sur les IP virtuelles. Encore une fois, c'est dans le mécanisme de mise en place du BOVPN Virtual Interface. Je peux et je dois ici assigner des IP virtuelles dès lors que je fais du SD-WAN. D'accord. Dès lors que ces IP-là sont déclarées, automatiquement, elles sont prises en compte dans la notion de link monitor. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la partie BOVPN VIF, vous me faites un petit mail et je vous renverrai les différents documents qu'on a là-dessus, KB et autres. Okay. Dès lors que j'ai un seul lien WAN, je peux bien évidemment monitorer la partie WAN avec une network, enfin le link monitor. Ça ne me donnera pas grand chose derrière parce que je ne vais pas pouvoir l'intégrer dans du SD-WAN et pas pouvoir faire de SD-WAN puisque je n'aurai qu'un lien WAN, mais au moins je pourrais mesurer, avoir des rapports sur la latence, la gig et le pourcentage de paquets perdus sur mon lien WAN. D'accord. Donc dans Policy Manager, je l'ai depuis la 12.4 alors qu'en WebUI, je l'avais depuis la 12.3. D'accord. Donc, le changement d'interface et l'incidence que ça peut avoir sur la partie de Link Monitor. Si j'ai une interface sur laquelle le Link Monitor est activé, mais que je désactive cette interface, automatiquement le Link Monitor est activé. D'accord. Si on change le type d'interface en Bridge, VLAN ou Link Aggregation, Link Monitor est désactivé également. Et le Link Monitor est activé automatiquement si je change, si je fais un changement sur une interface qui n'est pas une interface de type externe. D'accord. Par exemple, internal to externe ou interface depuis Bridge, VLAN, Link Aggregation to external. Donc là, ça ne bouge pas. Le Link Monitor est activé. Des questions là-dessus? Autre point, la notion de WebBlocker. Amélioration sur le WebBlocker puisqu'on a une notion maintenant de warn. Alors le warn, qu'est-ce que c'est? C'est warning, hein, donc attirer l'attention de l'utilisateur. On a une nouvelle action que l'on peut sélectionner sur les catégories d'URL. D'accord. Donc l'action qui s'appelle warn. Donc ça a donné par conséquent un peu plus de flexibilité à l'administrateur pour attirer l'attention de l'utilisateur. On n'a pas une notion de blocage, mais c'est juste une notion pour donner à l'utilisateur, dire à l'utilisateur, attention, potentiellement, cette catégorie-là n'a peut-être pas, ou l'URL qui appartient à cette catégorie-là, n'a peut-être aucun intérêt avec le business ou avec une utilisation normale d'Internet. Je prends par exemple tout ce qui va être partie pornographie, ainsi de suite. Si je ne veux pas le bloquer, mais simplement mettre un warning auprès de l'utilisateur, je peux le faire avec l'action warn. D'accord. Et par conséquent, si l'utilisateur tente d'accéder à une URL qui appartient à une catégorie pour laquelle le warn est activé, il va arriver sur cette page-là. D'accord. Et donc derrière, il a soit possibilité de revenir en arrière, soit malgré tout d'aller accéder au site demandé. Okay. Pour l'instant, version 12.4, cette page n'est pas customisable. Okay. Donc c'est tel que vous la voyez ici avec simplement la catégorie du URL. Donc les actions, quand je vous dis, donc vous pouvez sélectionner ici les catégories d'URL et sélectionner l'action appropriée, donc en l'occurrence la nouvelle action ici qu'on a warn, et l'action warn est également dispo maintenant lorsqu'une URL est non catégorisée. Avant c'était soit hello, soit bloc. On a intégré également la notion de warn sur une URL qui est non catégorisée. Donc ça c'est également une nouveauté. D'accord. Donc je l'ai ici sur la partie HTTP et je l'ai bien évidemment ici sur la partie HTTPS. D'accord. L'avantage que j'ai, c'est que si je sélectionnais du warn en HTTPS, je peux quand même mettre en place l'inspection dessus. Contrairement à un deny. Dans les logs,
Donc un utilisateur tente d'accéder à un site web pour laquelle j'ai une action de warn, pardon, j'ai le proxy warn qui apparaît dans les logs. D'accord, donc là je vois en l'occurrence d'autres sites vers external, proxy warn, HTTP request catégorie et le spn.com, donc catégorie sport. D'accord. Dès lors que je mets en place une action de warn, j'ai une nouvelle politique de sécurité qui est ajoutée. D'accord. C'est la même chose que quand on faisait l'override, c'est de policy WatchGuard HOTS, donc de any trusted optional sur le port 4100. D'accord. C'est juste codé comme ça en dur, ça n'a pas d'incidence particulière, mais il faut juste savoir que si vous faites une vérification des politiques de sécurité après avoir mis en place l'action warn, vous aurez automatiquement cette règle-là qui apparaît. Pour là, on a un certificat auto-signé pour l'authentification. D'accord. Donc il est possible qu'il y ait cette erreur de certificat avant. Donc pour ça, il faut installer un certificat sur le Firebox ou importer un certificat self auto-signé automatiquement sur les clients. Donc c'est un point important à prendre en compte si vous souhaitez mettre en place la notion de warn. Des questions sur cette partie-là? Ok. Alors, dès lors que le boîtier WatchGuard est déployé en bridge mode, maintenant j'ai possibilité d'utiliser le DNS Watch. Attention, il y a quelques petites choses à savoir. Ça peut être configuré uniquement via la console web. C'est-à-dire qu'en bridge mode, je ne peux pas activer le DNS Watch via le CLI ou via le WSM. Prérequis. L'IP du boîtier doit être capable de se connecter au serveur DNS Watch. Jusque-là, tout va bien. D'accord. Donc c'est l'IP source utilisé dans la requête DNS vers le DNS serveur. Donc si vous ne connaissez pas l'IP qui est utilisée, automatiquement, vous allez l'avoir sur la requête. Donc on a le même type d'information sur la partie mixed routing ou mixed routing mode, d'accord, aussi machin, ou appelé également pardon Global Bridge. Et derrière, en souci connu, les domaines locaux peuvent être résolus. D'accord. Donc il faut absolument un serveur DNS local et pour ça vous pouvez créer un DNS forwarding pour les réseaux locaux. Ça c'est un point important à savoir. Maintenant je ne sais pas si beaucoup d'entre nous utilisent les boîtiers WatchGuard en mode bridge, mais sachez en tout cas que c'est possible. Des questions? Ok, IPv6 support. Bon, jusqu'à maintenant, je pense qu'on n'a pas grand monde qui utilise l'IPv6, mais sachez que l'IPv6 c'est supporté maintenant pour la partie BOVPN ou BOVPN Virtual Interface. D'accord. Donc si je choisis de monter un tunnel avec une nouvelle gateway en IPv6, c'est maintenant possible. Donc soit IPv4, soit IPv6 ici. Ok. Et une fois que ça c'est fait, dans l'onglet IPv6, je vais choisir mon interface externe et l'IPv6 rattaché à l'IPv6. D'accord. Hop, donc ça c'est pour le BOVPN et le BOVPN vif. Les paramètres qui sont pas l'IPv6 qui n'est pas supporté pour les paramètres suivants, donc le multicast, le modem failover, le NAT et le redirection, le broadcast et la notion de résolution de domaine. Maintenant, je pense pas qu'il y ait grand monde encore qui utilise l'IPv6. Autre amélioration apportée, la notion de syslog. On peut maintenant donc configurer différents serveurs syslog, enfin plus d'un serveur syslog. Avant, on avait une limitation, c'était un seul serveur syslog. Donc maintenant, je peux dire à mon boîtier WatchGuard, en plus d'envoyer un serveur dimension, d'envoyer les logs vers plusieurs serveurs syslog sur différentes IP. D'accord. On est sur 3 serveurs syslog max. Autre point, le support du TLS 1.3. D'accord. On a quelques soucis par rapport à ça, donc maintenant on supporte le TLS 1.3. D'accord. Donc la compliance et le support des derniers standards et autorise également l'inspection totale
le trafic HTTPS. Ok. Donc ça c'est une nouveauté. Je pense que ça a corrigé pas mal de petits soucis que l'on avait. TLS supporté sur l'HTTPS, le SMTP, l'IMAP et le POP. Alors que le flux est chiffré. D'accord. Donc des points importants ici sur le support des proxys sur le SSL v3. D'accord, donc le SSL v3 n'est plus supporté. Donc quand je suis en SSL v3 ou quand il y a une connexion SSL v3 qui est spécifiée par le client, connexion deny ou le proxy qui n'autorise pas la négociation sur les différents protocoles. Donc ça c'est un point important, mais encore une fois, vous le verrez automatiquement dans les logs. Les minimums, TLS v1.2, donc c'est 1.2 ou 1.3, et la partie v3, SSL v3 a été supprimée. Ok. Alors point important quand vous faites une migration, quand vous passez en version 12.4, tout ce qui était profil TLS que vous aviez créé manuellement, donc qui n'était pas ceux par défaut, avec le SSL v3 qui était en minimum, le SSL v3 est remplacé par le TLS 1.0. Ok. Le TLS 1.3 utilise aussi la partie PFS. D'accord. Donc si on a sélectionné None sur la partie PFS, je vais y arriver, le TLS 1.3 est désactivé pour l'inspection et le 1.2 peut être utilisé pour la négo. Okay. Alors, question de Christophe. Salut Christophe. Les sites bloqués à cause du PFS avec des sites SSL v3. Logiquement, ça devrait passer si tu mets ton TLS en 1.0. T'as un cas concret ou quelque chose là? Ok, je continue en repoint. Hop. Ouais. Je vais continuer. Amélioration donc sur la partie Fire Cluster et la page de diagnostic. Dans la dernière version 12.3, on avait des informations de diagnostic sur le Fire Cluster, notamment la notion de up, de down, de temps de up, de temps de down, la bascule, le temps de la dernière bascule et ainsi de suite, qui était dispo donc depuis la version 12.3. On a continué à travailler cette page-là avec un peu plus d'informations, d'accord. Donc on a maintenant la notion du mode de cluster, soit actif-passif, soit actif-actif, l'ID de cluster, d'accord, ça c'est hyper important. Notamment lorsque vous avez du VRRP qui est déjà sur le réseau. Ça vous permet d'avoir l'ID ici, d'éviter d'avoir un conflit concernant l'ID. Pourquoi c'est important? Puisque en fonction de l'ID, les MAC adresses sont assignées aux interfaces. Si vous avez quatre équipements en l'occurrence qui sont en VRRP plutôt, excusez-moi, en VRRP, donc un cluster 1 en VRRP et un cluster 2 qui a le même ID en VRRP, les quatre équipements vont se partager les mêmes MAC adresses. Autant vous dire que ça va être un gros bazar. Donc ça, c'est important. On a également donc les informations qui s'organisent sous forme d'onglets, diagnostic, objet, d'accord, donc le statut de la synchro et ainsi de suite, et l'historisation, savoir s'il y a eu des backups, les différents événements en rapport avec le clustering. On a les différentes donc, informations, l'indicateur green, indicateur red. Donc green, tout va bien, le cluster fonctionne correctement. Red, j'ai un souci sur le cluster. Donc je retrouve ici ça sur la page Fire Cluster. D'accord. Donc sur la partie diagnostic, je vois que l'état par exemple ici du Fire Cluster, le heartbeat, le management d'interface, tout est OK. Et sur les interfaces monitorant, et par exemple, je vois que le TH0 et le TH1 sont up, par contre la 10 et la 11 sont down. D'accord. Donc j'ai cette notion d'information ici qui remonte sur la console web. J'ai la partie file object, donc je vois la configuration, les passwords, les certificats, donc sur la réplication qu'il y a pu avoir entre les deux. Et j'ai enfin l'event history, savoir depuis quand mon primaire est up ou mon secondaire est up avec la durée, le pourcentage et le temps. Ok. Des questions sur cette partie-là? Hop. Et donc la partie détail ici avec les différentes interfaces. Question sur cette notion de Fire Cluster et de page de diagnostic.
Ok, Christophe, je viens de voir le mail que tu m'as envoyé en parallèle. T'es en full à jour ou t'es en 12.4 simplement? Ok, il y a une update 2 qui corrige ces problèmes-là. Si tu vas sur la partie software.watchguard.com, tu regardes, tu as un update 2. 12.4 update 2. Autre nouveauté, je sais même pas une amélioration, c'est une nouveauté, c'est le deny message sur la partie geoloc. Jusqu'à maintenant, si vous aviez un flux qui matchait une règle de géoloc dans laquelle vous aviez la connexion vers un pays qui était bloqué, la page ne s'affichait pas, mais vous n'aviez pas de blocage. On a résolu, corrigé, amélioré cette partie-là, où maintenant vous avez une page de blocage donc qui ressemble à la page de blocage classique de WatchGuard qui vous dit que le pays bloqué avec le pays en question. Voilà, donc le message s'affiche sur la page web. Donc la page, enfin le message, le page du blocage n'est pas customisable et montre ici n'est pas customisable et donc le pays ici. Okay. Autre point, la partie exception block site list, donc ça c'est une amélioration. Okay. Donc dans la console web ou en CLI, on peut ajouter différentes adresses IP, range IP, adresse, range et ainsi de suite. Avec le block site, les exceptions, la partie botnet, la partie geoloc et les exceptions sur le radius CC100. D'accord. C'était déjà supporté sur la partie Policy Manager, mais ça ne l'était pas encore sur la partie Web UI ou CLI. Enfin, comme personne n'utilise la console web ou le CLI, au moins on était tranquille. Trêve de plaisanterie, vous l'avez ici avec le host IPv4 ou le network IPv4. Okay. Autre amélioration ici, la synchro des clés de fonctionnalité. D'accord. Point important, bien vérifier que donc, cette case de synchronisation automatique est cochée. Ça vous permet notamment lors du renouvellement ou autre de ne pas avoir à recharger la clé, mais ça peut être également important quand vous allez faire une restauration d'une image, d'accord, avec ou sans l'OS, l'upgrade et le downgrade. Automatiquement, vous allez pouvoir ici, si la case est cochée, récupérer la licence sans avoir à la réinjecter dans le menu Setup Feature Key. Okay. Autre point sur la partie DNS Watch, okay, donc la notion de proxy. On a des améliorations ici, notamment dans la partie log. Par exemple, ici, quand on avait un utilisateur qui tentait d'accéder à un site qui était blacklisté directement dans DNSWatch, qu'on appelle le Black Hole Domain List, il était bloqué, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Maintenant, dans les logs de messages, je vois bien que j'ai un proxy deny, et derrière, je sais pourquoi j'ai un deny, parce que le site est blacklisté dans les paramétrages de DNSWatch. D'accord. Ici, en l'occurrence, je fais le message bloqué, et je vois ici que le site est bloqué avec la page de blocage classique que vous connaissez déjà, je pense, de DNSWatch. Pas de questions jusqu'à maintenant? Ok, je continue. Augmentation de la limite sur la partie FQDN. On peut monter jusqu'à 2048 FQDN, d'accord? Donc sur les Firebox Cloud, Firebox V, les M à partir du M200 et les T55, T55W et T70. Pour tout ce qui est en dessous, T15, T35, enfin T15, T15W, T35, T35W, on reste à 1024 FQDN. Ok. Après, sur un T15 ou un T35, je vois pas l'intérêt d'avoir 1024 FQDN ou plus, mais bon, voilà. La gateway antivirus, donc avec la notion de MD5, lorsque le fichier passe au scan antiviral, que ce soit la gateway ou l'intelligente AV, vous avez maintenant le MD5 en rapport avec le fichier. D'accord. Donc soit pour traiter vous des exceptions si c'est un fichier légitime, ou mettre dans la block site list ou autre cette notion de MD5 ici. D'accord. En l'occurrence, j'ai le MD5 en rapport avec le virus, et potentiellement ça peut servir au support ou nous servir à nous.
Autre point, amélioration sur la partie debug de l'agent SSO. D'accord. Donc dans l'agent SSO, j'ai le statut où je vois qu'il est connecté ou déconnecté. Je vois également les différents infos d'authentification et je vais voir également donc les différentes IP que je peux avoir en process ou en pending. D'accord. Derrière, vous avez à quoi ça correspond, donc le statut des connexions, le LM, le M ou le SSO client, l'authentication info success, d'accord, avec les différents utilisateurs qui seraient correctement authentifiés, la pending IP, comme quoi j'ai eu des requêtes qui ont été envoyées à l'agent SSO mais que c'est pas encore processé, le processing IP, donc là c'est en cours de process, et la notion de refresh. D'accord. Avant, toute cette partie-là, je l'avais en CLI, maintenant ça a été intégré en interface graphique. Donc présent avec la partie Gateway Authentication 12.4. Pensez bien à mettre à jour vos Gateway, vos Authentication Gateway quand vous faites des montées de version de boîtier. C'est pas toujours quelque chose qui est fait, mais ça peut être important. Ok. Autre point, la partie Access Portal. On avait quelques petits soucis. Alors attendez, je vais juste, si je peux. Voilà. On avait quelques petits soucis sur la partie Access Portal, notamment sur la partie RDP. Dès lors qu'on faisait un resizing de console ou autre, automatiquement j'avais une déconnexion, il fallait que je me reconnecte. D'accord. Donc ça on l'a amélioré dans la version 12.4 où j'ai plus besoin de me reconnecter dès lors que je passe en full screen. On a également ajouté le support du TLS 1.2. D'accord. Et également le support avec la notion de RDP 8.1. Également les operating systems qui sont supportés, le Windows 7 avec RDP 8.1, Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 et supérieur. Ok. Autre point sur la partie authentification, l'Active Directory domain donc sont maintenant cachés sur l'Exportal Sign-in. Il faut d'abord aller dans la partie Authentication Server, rajouter le serveur et ensuite il va aller apparaître ici pour le domaine alternatif. D'accord. Donc ça c'est un point important à définir lorsque vous choisissez l'authentification sur la partie RDP. Enfin RDP ou Access Portal. Pardon. Hop, alors, Jérôme. Salut Jérôme. Alors, question de service technique, pardon, à installer sur le serveur. Oui, l'Authentication Gateway, elle est toujours installée sur la partie serveur. Donc, comme je disais, vous avez une version X qui correspond à une version X de boîtier, enfin de Fireware. Pensez bien à mettre à jour votre Authentication Gateway quand vous faites une montée de version de boîtier WatchGuard. C'était d'ailleurs une des questions de Nicolas qui est présent là. Hop, je vais juste essayer de fermer ça, merci. Ok, autre point, la partie Radius. Donc le support du Radius et du Secure ID. D'accord. On peut maintenant définir une adresse d'IPv6 pour l'IP du Radius Server ou l'adresse IP du Secure ID Server. D'accord. On peut également utiliser maintenant une charte secret, le mot de passe, pardon, qui va jusqu'à 64 caractères. D'accord. Chose qui n'était pas possible avant. C'est juste pour la petite information, si vous utilisez Secure ID, vous aviez rencontré cette limitation soit sur l'IPv6, soit sur la charte secret qui était plus longue que ce qu'on pouvait supporter. Intégration de la partie, enfin, page, les intégrations des différentes technologies. Okay. On a une nouvelle page ici avec un wizard. D'accord. Donc configuration, support de l'Autotask, ConnectWise et TigerPo. Avant c'était des simples menus, maintenant on a mis des petits wizards en place pour la configuration et l'intégration pour vous aider. Mais encore une fois, Autotask, ConnectWise et TigerPo, peu de clients à nous l'utilisent puisque c'est quand même des solutions plus orientées US. Autre point, la partie template. Lorsque vous êtes sous management server, que vous avez défini un template, je peux maintenant intégrer des paramètres de QoS ou de gestion de trafic, chose qui n'était pas possible avant. D'accord.
Donc il faut activer les paramètres globaux et après j'ai possibilité dans l'onglet Advanced et dans ma partie template de rajouter les notions de QoS. Ok. Donc ça c'est un point important. Donc pareil, pensez à mettre à jour votre management server. Si vous utilisez le management server, le mettre à jour en version 12.4 afin d'avoir ces dernières fonctionnalités. Pareil, par conséquent, derrière, j'ai la notion ici d'héritage, d'accord, pour la partie DNS ou WINS, où je peux faire sauter l'héritage ou pas. D'accord. Et j'ai également la notion de warn ici sur la partie template pour le web blocker. Vu que je mets à jour mon firmware, dans mes templates, on a également mis à jour ça pour supporter les boîtiers qui seraient déjà en 12.4 et pouvoir pousser des templates sur les 12.4. Autre point et dernier point, la partie modification du NAT 1.1 sur la console web. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, je peux sélectionner mon NAT 1.1 et faire un edit ici. Ok. J'en ai terminé pour cette présentation de la version 12.4, version 12.4 avec pas mal de nouveautés, surtout autour du SD-WAN, puisqu'on continue de travailler et de proposer des améliorations sur cette fonctionnalité dans nos boîtiers, mais d'autres fonctionnalités également à côté ajoutées dans cette version. Est-ce que vous avez des questions? Merci Jérôme. S'il n'y a pas de questions, ce webinaire a été enregistré, donc vous retrouverez, je pense, aujourd'hui ou plus tard lundi, la version enregistrée dispo sur notre chaîne YouTube WatchGuard France, comme d'habitude. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail florian.bovet@watchguard.com. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite avec un petit peu d'avance une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.